Muito boa noite a todos, então. Vamos dar início, então, à conferência do professor Espirros. Essa conferência nós previmos de uma maneira muito simples, o professor falará em francês, mas nós vamos projetar aqui no telão o texto escrito. Esse texto escrito será objeto proximamente de uma publicação em um livro que a gente está organizando. Então, aqueles que quiserem ter acesso a esse material, o professor vai rever um pouco o texto e a gente vai discutir um pouco a tradução que eu fiz também. Mas esse texto vai estar disponível proximamente. Mas eu peço, então, eu não sei exatamente se a fonte que eu escolhi vai ficar suficientemente grande para aqueles que estão lá atrás, então eu pediria para aqueles que se interessarem para ocuparem cadeiras aqui mais perto. Bom, isso dito, eu gostaria então de apresentar, inicialmente de agradecer então ao professor Gediel pela coordenação do evento e pela possibilidade de convidar o professor Espirros da Universidade de Lyon II. Vocês sabem que o Paraná tem um acordo com a região Rhône-Alpes, onde se encontra a Universidade de Lyon II, e é dentro desse acordo, com a presença do professor Espirros, a gente reforça esse acordo que é de região a região, aproximando nossas duas universidades e, de maneira mais precisa também, a gente traz a colaboração de um colega que vem trabalhando também com a nossa própria temática e que trabalha, como vocês vão ver, há muito mais tempo do que muitos de nós. Bom, o professor, eu apresento rapidamente o professor Espirros aqui ao meu lado, agradecendo a presença mais uma vez, a disponibilidade de passar essa semana com a gente. Muito obrigado. Não, Pazancor. O professor Espirro, ele fez um doutorado, rapidamente, então, eu faço dois comentários para ele. O professor Espirro fez um doutorado em Sociologia na Universidade de Paris, na Universidade de Lyon II. Ele trabalhou sobre o engajamento no espaço público de atores sociais, em especial com associações de defesa de direitos do homem e associações de defesa de direitos dos migrantes. Trabalha também com asilo desde o final dos anos 1990 e hoje ele é professor da Universidade de Lyon, diretor do Departamento de Sociologia e pesquisador no centro, esse que vocês veem ali, no Centro Max Weber, nessa modalidade POCO, que está escrito ali em pequeno, que significa Política de Conhecimento. Então, esse é o enquadramento do professor Espirros. Agradecendo imensamente mais uma vez a presença, eu passo a palavra, ele me retiro da mesa, eu vou ficar ali no cantinho passando os slides, mas o professor Espirros, então, lerá a sua conferência em francês e eu passo em português para todos nós. Muito obrigado, boa conferência a todos. Ele me pediu para traduzir algumas palavrinhas que ele vai falar de improviso. Boas noites. Avant de commencer, je voudrais exprimer tous mes remerciements pour cette invitation. Antes de começar, eu queria exprimir todo o meu agradecimento por esse convite. Toute ma gratitude au professeur Gediel. Toda a minha gratidão ao professor Gediel. De la Facultado de Direito. Je remercie également beaucoup Marcio de Oliveira. Ele está me agradecendo também. Pour le travail très conséquent qu'il a assuré au niveau de la traduction de mon texte. Pelo trabalho muito consequente que ele manteve na tradução do meu texto. Vocês vão julgar, isso sou eu que estou dizendo. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir parler votre langue. Eu realmente sinto muito de não poder falar a língua de vocês. J'aurais pu faire une partie de ma conférence dans une langue où personne ne comprendrait vraiment ce que je raconte. Eu poderia também fazer uma parte da minha conferência em uma língua que realmente ninguém entende. Parce que je pense que la question de l'hospitalité se pose fondamentalement au niveau de la langue et de pouvoir être accueilli dans la langue de l'autre. Porque a questão da hospitalidade se coloca fundamentalmente na questão da língua e poder ser acolhido na língua do outro. Obrigado. Obrigado. Les questions relatives à l'accès à l'asile
ressurgissent avec le vacarme de l'actualité médiatique qui, avec les flots d'images quasi quotidiens depuis cet été, pointe les problèmes à traiter liés à la circulation de réfugiés, aux traversées périlleuses, au rassemblement et à l'attente des migrants à différents endroits en Europe. À quoi nous invite à penser la situation actuelle et comment penser la question de l'asile sans rapidement tomber dans le dualisme entre les discours à l'emporte-pièce xénophobes et ceux qui se dégagent des mobilisations, des soutiens menés par des acteurs longuement engagés dans la prise en charge et l'accompagnement des demandeurs d'asile et des réfugiés. Je proposerai d'explorer une autre voie, qualifiée pragmatique, de façon à documenter les relations complexes entretenues entre l'altérité, la cause ou les soucis de l'autre, et l'espace public, entendu comme espace d'accueil. C'est sur ce fil que je voudrais déployer la trame de ma communication, en précisant que je travaille sur ces questions depuis maintenant une vingtaine d'années, en cherchant à explorer comment s'invente, se réinvente le corps, la parole du migrant comme question qui compte dans la société. J'esquisserai rapidement, dans une première partie, quelques éléments de présentation de l'asile en Europe pour aborder plus spécifiquement la situation en France, ça sera la deuxième partie, et partager en conclusion quelques réflexions permettant de comprendre les enjeux de ce phénomène sous l'angle de l'espace public et plus particulièrement en quoi la figure de l'étranger, telle qu'elle se dégage dans ce contexte contemporain, nous amène à prendre en considération sa présence dans les espaces publics contemporains. La situation actuelle de l'asile en Europe, comprendre l'asile en Europe, c'est aussi le mettre en relation avec des tendances qui caractérisent les mouvements migratoires contemporains. Les analyses et les travaux de la politologue Catherine Witold de Vanden mettent l'accent sur ce qu'elle qualifie comme les nouvelles migrations, en soulignant la diversité des causes de départ. Il peut y avoir des départs pour des crises politiques, des crises économiques, des crises environnementales, des itinéraires, la diversité des itinéraires, migration par étapes, par transit, de retour, circulation bi- ou multipolaire, mais aussi la perméabilité entre catégories. Le même migrant, il peut être réfugié, clandestin, travailleur. De même que la migration de transit peut devenir une migration d'installation lorsque les frontières se ferment. Elle montre ainsi des nouvelles lignes de partage, car ce n'est plus la démarcation Est-Ouest, mais des nouvelles fractures concernant l'espace méditerranéen, la limite orientale de l'Union européenne, les frontières Mexique-États-Unis, sud-africaines, dans un contexte politico-économique où la migration fait l'objet des politiques contradictoires entre, par exemple, l'immigration subie et l'immigration choisie, entre guillemets, et la question où la question migratoire est source de manipulation d'une politique nationale sécuritaire. La situation des crises actuelles que connaît l'Europe depuis 2010, aussi bien du côté de la Méditerranée que de l'Europe orientale, s'inscrit dans une configuration migratoire inédite à l'échelle mondiale. Les trois ensembles méditerranéens, Maghreb, Europe, Balkans, Proche-Orient, présentent des caractères particuliers pour les déplacements des populations migrantes. Permettez quelques statistiques pour qualifier les caractères exceptionnels de cette situation. En 2014, 630 000 demandeurs d'asile sont enregistrés en Europe. Le nombre de demandeurs d'asile n'a jamais été aussi important depuis 1992, où l'on comptait 670 000 pour les 15 pays membres de cette époque. Ajoutons également que parmi les 22 pays qui bordent la mer Méditerranée,
Certains sont des pays de départ, d'autres des pays d'accueil, d'autres des pays de transit, la plupart devenus le 2 ou le 3 à la fois. Ainsi, l'Europe est devenue la plus grande destination migratoire au monde devant les USA et le Canada. La demande d'asile au niveau européen, les demandes d'asile au niveau européen sont traitées avec le règlement de Dublin en 1990, qui préconisait une harmonisation au niveau européen des critères de délivrance du statut de réfugié. En 2003, Dublin II, avec l'idée One Stop, One Shop, c'est-à-dire c'est le premier pays d'arrivée qui devait enregistrer la demande d'asile, réformé ensuite en 2014 avec Dublin III, qui demandait aux autorités nationales des États membres de l'Union européenne d'apprécier le lieu de la demande d'asile le plus opportun, mais cela ne fonctionne pas malgré l'installation d'un bureau européen au niveau de l'île de Malte. Une autre précision, la Turquie et l'Égypte sont devenus depuis plusieurs mois un passage stratégique, alors que depuis ces dernières années, c'était plutôt du côté de l'Afrique du Nord et de la Libye pour arriver soit sur les côtes espagnoles, soit sur les côtes italiennes et en particulier sur l'île de Lampedusa. Les côtes de l'Asie mineure représentent un circuit plus court et moins coûteux. La Turquie a accueilli presque 2 millions de réfugiés syriens qui sont dans des situations particulièrement précaires, sans possibilité d'accès au travail, avec un droit d'asile assorti d'une réserve géographique au territoire européen, sans qu'un accord diplomatique soit signé avec l'Union européenne. Selon le rapport d'une association lyonnaise qui s'appelle Forum Réfugiés, les demandes d'asile en Europe ont augmenté presque de 50%, 45% plus précisément, par rapport à l'année 2013. Pour information, on passe de 2000, un peu plus de 200 000 demandeurs d'asile en 2005 à un peu plus de 600 000 demandeurs d'asile en 2014. Marcio, tu peux traduire. On a prévu quelques tableaux. Malheureusement, on ne peut pas vous les projeter en même temps. On donnera quelques indications à la fin de ma communication. Ele está pedindo para dizer, de fato, a gente tinha previsto 2 PowerPoints, com os quadros e mapas e outro com o texto. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu. Eu tinha preparado esse PowerPoint inteiro, mas a gente tem o texto com o PowerPoint que quiser, os mapas e estatísticas, depois a gente pode fornecer. Obrigado. Sans rentrer dans les détails statistiques, l'Italie, la Hongrie, le Danemark ont vu doubler le nombre de demandeurs d'asile. Il a également fortement augmenté en Suède, aux Pays-Bas et en Autriche. L'Allemagne, où le nombre a doublé par rapport à l'année dernière, demeure le premier pays en Europe pour la 3e année consécutive, avec presque 30% des demandeurs d'asile de l'Union européenne. Suit la Suède, l'Italie, qui est ex aequo avec la France. À la 5e place, ça revient désormais à la Hongrie, qui dépasse le Royaume-Uni. Si l'on considère qu'en 2010, la France était le premier État membre de l'Union européenne d'accueillir des demandeurs d'asile, et que la Hongrie n'avait enregistré que 1700 demandes d'asile à la même époque, en 2010, alors que c'est 43 000 aujourd'hui, on peut mesurer les forts bouleversements de la géographie d'asile en Europe. Comme en 2013, la Syrie demeure le principal pays des demandeurs d'asile en Europe, avec une part bien plus importante par rapport à l'année 2013. En 2014, un peu plus de 120 000 demandeurs étaient syriens, soit environ 20% du nombre total de demandeurs de l'Union européenne. L'an dernier, c'est les autres principaux pays d'origine des demandeurs en 2014, c'est l'Afghanistan, les Kosovo, l'Érythrée et la Serbie. Les différents pays de l'Union européenne ont accordé une protection
lorsqu'on parle de protection en Europe, ça peut être un statut de réfugié, mais ça peut être aussi, le plus souvent, une protection subsidiaire ou une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires. Donc, les différents pays de l'Union européenne ont accordé 26% à peu près aux demandeurs d'asile en 2014. L'augmentation de l'octroi du statut est liée à la présence conséquente, depuis 2014, des demandeurs d'asile syriens, où presque 40% des demandeurs auxquels les pays membres ont accordé les statuts de réfugiés. Les nombreux migrants qui cherchent à fuir les conflits dans les pays de la rive sud de la Méditerranée tentent à rejoindre l'Europe par la mer. Selon le Haut Commissariat pour les réfugiés, on dénombre quelques 30 000 morts en Méditerranée depuis les années 2000, 40 000 depuis 1990, 3 500 personnes ont perdu la vie en Méditerranée en 2014, presque 6 fois plus que l'année précédente. Ces chiffres sont sans précédent et la tendance s'est amplifiée au premier semestre 2015, marqué notamment par le naufrage de plus de 700 personnes au mois d'avril, portant le nombre des disparus en mer depuis janvier 2015 à plus de 1800 personnes, chiffre qui ne cesse de s'aggraver. Un petit mot encore, avec tout récemment, mi-octobre, la fermeture de la frontière hongroise, les réfugiés cherchent à passer par la Slovénie, puis l'Autriche pour atteindre l'Allemagne. Les dépêches médiatiques ne cessent de mettre l'accent sur les débordements par les chiffres. 34 000 personnes sont arrivées en Slovénie sur un seul jour, du 22 octobre, soit plus de 12 000 personnes par rapport à la veille. L'Autriche vient d'annoncer son intention à édifier une clôture à sa frontière avec la Slovénie, une première dans l'espace de circulation Schengen. C'est dire à quel point il est très difficile d'établir une lecture de la situation tellement les chiffres changent au jour le jour, provoquant une crise sans précédent au sein de l'Union européenne, avec le constat d'une incapacité au niveau européen, d'une position claire de solidarité, si ce n'est encore par quelques mesures de renforcement sécuritaire. Maintenant, je voudrais vous présenter quelques éléments de cadrage concernant l'asile en France. Je rappelle que le statut de réfugié découle directement de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, qui propose de donner une protection aux étrangers pour des raisons dont les principales tenaient à la disparition de leur état d'origine, aux règlements territoriaux qui ont suivi l'armistice ou encore au déplacement massif de populations auquel la Seconde Guerre mondiale a donné lieu, particulièrement en Europe centrale et orientale. Cette convention concerne les réfugiés, qu'elle définit dans son premier article. Le terme de réfugié s'appliquera à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. Pour ce qui est de l'asile en France, il est au carrefour d'une triple collision entre ce qui ressort de la fonction essentielle de l'État moderne, à savoir sa mission de protection des droits fondamentaux de la personne, dont le principe est de ne s'accompagner d'aucune considération de nationalité. Ensuite, le principe de la souveraineté nationale, sur la base duquel l'État réserve sa protection aux sols nationaux et ne l'étend qu'aux étrangers de son choix. Et enfin, le souhait du demandeur d'asile d'accéder à une protection que son État d'origine ne veut plus ou ne peut plus lui assurer. Autrement dit, l'asile met en relation directe un individu touché dans ses droits les plus élémentaires, sa liberté et sa dignité, et la souveraineté d'un État dont il n'est pas le citoyen et qui n'attend pas abandonner sa souveraineté nationale.
Mais si il est un droit fondamental, l'asile n'est pourtant pas un droit subjectif que l'individu serait susceptible de revendiquer. Il n'y a pas droit à l'asile. Il y a un droit d'asile dont l'octroi du statut est géré en France par une autorité qui s'appelle l'OFPRA, l'Office français de protection des apatrides et des réfugiés, et une juridiction de recours, l'ex-commission des recours des réfugiés, qui est devenue depuis 2007 la Cour nationale du droit d'asile. Pendant une vingtaine d'années, après la signature de la Convention de Genève, le nombre stable des aspirants a permis que les demandes du statut soient traitées dans des délais tout à fait raisonnables et la situation des candidats ne posant pas de problème particulier, il n'était donc pas nécessaire juridiquement de définir une catégorie de demandeurs d'asile. Mais la décision au milieu des années 70, en 1974, de fermer les frontières à l'immigration économique entraîne une forte hausse des demandes d'asile. On passe de 1600 demandes enregistrées en 1973 à 10 fois plus, 18 000 demandes, en 1976. Puisque désormais, ne pouvant pas entrer légalement sur les territoires des États européens pour travailler, beaucoup d'immigrants tentent d'avoir recours à la procédure de l'asile. Dès lors, la sévérité s'accroît dans l'attribution du statut de réfugié. Environ 80% du statut de réfugié à la fin des années 70, début des années 80, pour seulement 15,5% en 90, pour être à peu près à 18% en 2000. Et la lenteur de procédure s'installe, ce qui est à l'origine des situations de précarité que le droit en vigueur ne peut pas régler. Toujours pour ce qui est de l'asile en France, les différents aspects juridiques présentés ne sont pas sans rapport, sans lien avec la constitution du monde associatif organisé autour de l'accueil et de la prise en charge des réfugiés. Si les politiques et les juristes sont les acteurs principaux de la définition du réfugié, celle-ci a largement été élaborée sous la présence et la pression d'associatifs qui interpellaient l'État sur son action en faveur de populations exilées, déplacées, réfugiées ou tout simplement migrantes. Soulignons que la constitution de l'asile en France est caractérisée par le fait que les mouvements associatifs se sont très tôt investis dans la défense et l'accueil de réfugiés, en posant ainsi l'idée de la nécessité de l'accueil comme critère de définition des États démocratiques européens. Mais ce que l'on peut constater, comme l'asile relève de la souveraineté de l'État, la défense de ce droit ne peut s'exercer que dans une position en dehors d'eux ou en opposition avec ces services. Cela veut dire, depuis nombreuses années, des tensions importantes existent dues au fait que le secteur de l'aide sociale, que l'État a délaissé aux organisations associatives et caritatives, s'est progressivement soumis à des normes bureaucratiques, soit par une prise en charge administrative directe, soit par l'obligation faite aux associations de se conformer de plus en plus aux impératifs imposés par l'État. Cette institutionnalisation croissante va produire une forme d'endistinction ou, plus grave encore, de confusion entre les dispositifs associatifs et l'administration, alimentant une tension présente jusqu'à nos jours qui touche les responsabilités propres à chacun entre la place des associations dans l'accueil de demandeurs d'asile et leur prétention à revendiquer la défense du droit d'asile. Rappelons aussi que jusqu'à la fin des années 70, les étrangers qui cherchent refuge dans les États occidentaux sont originaires des pays communistes d'Europe centrale et orientale. Ils ont fui le communisme. Ils sont donc des réfugiés qui correspondent à une figure de combattants de liberté ayant vocation à s'intégrer rapidement
dans la société du pays d'accueil. Le mécanisme de reconnaissance du statut de réfugié ont alors principalement une fonction formaliste. De plus en plus, l'obtention du statut de réfugié est considérée comme l'antichambre pour la nationalité. Les opposants aux dictatures sud-américaines et les boîtes people de sud-est asiatique bénéficieront par la suite du même état d'esprit d'accueil. Cependant, comme je vous disais précédemment, après la décision de fermeture des frontières dans les années 70, la situation commence à se modifier radicalement. Les États européens sont confrontés à des flux migratoires croissants en provenance des États pauvres du Sud. Et les migrants n'ont d'autres ressources que de tenter d'avoir recours à la procédure de l'asile. Les institutions chargées de la reconnaissance du statut de réfugié, comme les associations chargées de les accueillir, sont alors complètement débordées par le nombre de ce qui de plus en plus vont être considérés comme de faux réfugiés, entre guillemets, appellation bien ambiguë, puisqu'elle entraîne un glissement problématique entre les caractéristiques des populations migrantes et les transformations des critères de l'évaluation de la qualité de leurs demandes. Suspicion de fraude, les demandeurs menteurs, etc. Ce que je cherche à souligner, c'est que si les domaines de l'asile relèvent de la compétence de l'État et la politique d'accueil de réfugiés est une politique publique définie par l'État, sa mise en œuvre apparaît indissociable de la présence des acteurs associatifs. Juste quelques mots encore sur les réformes très récentes de l'asile en France depuis 2003 et la réforme en cours qui va être appliquée pour l'année 2016. Celles-ci convergent vers un raccourcissement des délais de traitement des demandes d'asile en obligeant la redéfinition de l'activité associative d'accompagnement social et posent de nouveaux enjeux juridiques et politiques. Par là, l'activité associative des gestions de l'accueil et de l'accompagnement se trouve affectée aussi bien dans le travail de l'accompagnement, mais aussi dans la défense du droit et de son effectivité, car comment instruire une demande d'asile et lui assurer des conditions de recevabilité dans des délais de plus en plus courts. Et on peut dire que dans le cadre de ces réformes, c'est aussi la place et le rôle des associations dans le jeu politique qui sont ainsi remis en cause. Le risque premier est qu'elles deviennent des simples prestateurs de services pour le pouvoir public et qu'elles délaissent leur activité de défense du droit d'asile. Car l'urgence d'héberger et la pénurie des places conduisaient les acteurs associatifs à transformer cette prise en charge et cette compétence en vecteur de revendications politiques et de mobilisation collective face à des pouvoirs publics impuissants à régler ce problème. La mise en place de politiques publiques visant à assurer une meilleure gestion et contrôle des flux migratoires a pour conséquence l'affaiblissement des acteurs associatifs en tant que contre-pouvoir et acteurs dans la négociation politique. Par ailleurs, l'un des effets de la réforme d'asile pour les requérants est que le temps court du traitement de la procédure engendre un temps long de l'exclusion. D'un côté, ceux qui ont la chance, entre guillemets, d'obtenir rapidement le statut de réfugié et qui deviennent des protégés du monde. De l'autre, ceux qui sont tout aussi rapidement déboutés et deviennent des sans-papiers, entre guillemets, des exclus du monde et qui s'installent dans le temps suspendu de la clandestinité et de l'attente éventuelle de régularisation. Pardon. Pour conclure rapidement cette seconde partie, les enjeux ne sont pas seulement d'ordre juridique, mais aussi liés à l'activité de monde associatif concerné par le domaine de l'asile. Ils mettent l'accent sur le fait que l'on insiste en France de plus en plus à la mise en place d'une gestion résolument rapide et temporaire de la question des réfugiés. L'asile est en réalité une question qui est de plus en plus absorbée dans une politique volontaire d'immigration,
dans laquelle prévaut la maîtrise des flux, le comptage et les contrôles des personnes, ainsi que le règlement rapide des cas. Cela interroge notre capacité à penser la relation à l'autre de manière sereine et durable, car il s'agit là l'un des enjeux politiques les plus importants. L'idée est de dire que la relation à l'autre n'est pas seulement une question d'ordre moral, mais une question éminemment politique, dans la mesure où elle permet d'irriguer la question du vivre ensemble par la relation à l'étranger, et en l'occurrence ici le réfugié. La troisième et la dernière partie qui porte sur l'espace public et les modes de présence des altérités. La question de la mise à l'abri et de l'hébergement renvoie plus globalement à l'accueil, renvoie plus précisément à la question de la responsabilité de l'accueil, ou dit autrement, à la politique de l'hospitalité. La question de l'hospitalité, qui est aussi celle de la solidarité, renvoie toujours à la place faite à l'autre dans l'espace délimité, qu'il s'agisse de chez soi, de la maison ou de l'État-nation. L'hospitalité suppose surtout un dispositif, un cadre, un protocole qui garantit l'arrivée, la rencontre, le séjour. Sans oublier, comme le souligne l'anthropologue Anne Gottman, que l'hospitalité, loin d'être un absolu, a toujours l'inhospitalité pour horizon, et que la pratique de l'hospitalité n'est pas réductible à celle de l'hébergement. Alors que la question de l'hébergement est généralement posée par rapport aux bénéficiaires et aux besoins des populations, c'est en quoi elle représente le plus souvent un problème social, l'hospitalité se situe du côté du donateur, de celui qui reçoit. Du coup, la question n'est plus celle de la gestion publique de besoins, mais celle de notre volonté, pour reprendre l'expression d'Anne Gottman, à sacrifier une part du chez-soi. Depuis la fin des années 80, c'est la logique économique qui prévaut dans les questions relatives aux problèmes d'immigration. Si bien que les demandeurs d'asile deviennent des simples migrants parmi d'autres, le plus souvent qualifiés de faux demandeurs d'asile, puisqu'ils sont confrontés en permanence à la suspicion qui pèse sur leur demande. Ainsi, la scène politique se constitue autour de l'idée que la gestion des problèmes sociaux qui convergent de plus en plus vers un seul et unique problème. La présence dans la société des gens qui posent problème et qui ne devraient pas y être ou qui ne doivent plus y être. On convertit les phénomènes sociaux et politiques en problèmes d'insécurité, en objets de peur causés par la présence de l'autre. C'est prolifère ainsi l'idée que pour que la société soit sans problème, il faut rejeter l'autre, un autre dont la cause est considérée comme dangereuse. Voilà de manière quelque peu radicalisée comment l'espace d'une communauté politique s'institue de plus en plus dans le « à cause de l'autre », c'est-à-dire non plus une cause honorable à prendre en considération, mais une cause dommageable et nuisible. C'est à quoi on a affaire ici, c'est ce que le philosophe Jacques Rancière nomme l'effondrement de l'hétérologie politique, à savoir la faillite de la forme politique polymorphique qui prend en compte les altérités et qui laisse la place à une forme politique unifiée dans laquelle l'autre n'est plus sujet, mais objet de haine et de rejet. Pardon. Je souhaiterais, pour terminer, soumettre quelques éléments de réflexion de façon à ouvrir la discussion sur d'autres voies complémentaires concernant la prise en compte des altérités dans le contexte actuel. Les réfugiés est devenu le parangon d'un paradoxe entre la promotion d'une conception libérale de la libre circulation et les mouvements massifs des populations fuyant de situations de crise. Il représente de plus en plus le signifiant du trouble,
lorsque sa traversée des frontières le fait désigner comme l'intrus, le superflu, l'homme des trop, pourrait prendre l'expression de la philosophe Hannah Arendt. La perspective que je souhaiterais suggérer consiste cette fois-ci à interroger l'espace public dans sa qualité d'espace de circulation et à comprendre la présence des réfugiés comme des épreuves pour redéfinir les situations et renégocier les territoires dans les espaces contemporains. Cela pousse à faire un pas de côté et à se décaler du registre politique précédemment évoqué pour se situer davantage sur le plan du civil et de l'ordinaire. Il s'agit d'explorer, comme le propose le sociologue Isaac Joseph, les compétences spécifiques du migrant, compétences à changer de code, compétences de double langage, compétences à rendre compte et à justifier les conduites de sa présence, de sa trajectoire et de ses projets, qui sont constamment sollicités dans l'expérience migratoire et qui font du migrant un personnage public avant d'être un acteur politique. L'espace public, ainsi envisagé sous l'angle de l'accessibilité, se situerait dès lors à l'opposé des discours sécuritaires qui s'appuient sur des logiques de fixation, sur des logiques d'encampement, pour reprendre l'expression de l'anthropologue Michel Agier, des logiques pour parquer, pour retenir, voire mettre à l'écart des déplacés, des migrants et tous ceux que l'on qualifie comme indésirables. Sans faire l'apologie de la mobilité, cela pousse à la situer dans l'univers des rencontres et des interactions et les comprendre ou les analyser comme des épreuves ordinaires et locales de ce que circuler veut dire. Un des enjeux sera notamment de voir comment la question de la civilité se réconfigure à travers les épreuves liées de ce qui est considéré comme l'intrusion des migrants. Ce sont des nouvelles conceptions, sans doute plus écologiques, qu'il faudra expérimenter pour sortir de l'idée de l'espace comme territoire d'intégration des identités qui donne de plus en plus lieu aujourd'hui à des mesures d'hospitalité subsidiaire, d'hospitalité bradée, à une montée des extrémismes et à des discours xénophobes. C'est décalé par rapport à la logique arithmétique de comptage des flux ou bien par rapport à la construction des murs et des barrières, c'est inquiéter sur un ordre moral bien plus confus qui s'éjoue dans ces présences lorsqu'elles font déborder le cadre de l'accueil. Prendre en considération ces circulations qui dérangent conduirait à tenir ensemble une volonté de repenser l'accueil et à s'intéresser au plus près aux relations de trafic, aux formes de sociabilité qui se dégagent, permettant de voir comment les acteurs concernés déploient des compétences pour confirmer, redéfinir, modéliser, voire manipuler le lien social. Lorsqu'une conception déclarative de l'hospitalité qui proclame notre commune humanité et nous crédite d'une capacité à être citoyen du monde fait défaut, envisager la dissonance et la mésentente qui se dégagent pousse à explorer, comme l'écrit encore Isaac Joseph, une pensée réaliste et rigoureuse de l'hospitalité qui ne peut se concevoir que comme une hospitalité de confrontation, voire comme une hospitalité dissensuelle. Obrigado. Merci. Bom, muito obrigado a Espirros pela palestra. Eu me desculpo com a plateia, pequenos errinhos que eu mesmo vi aí, espero que tenha sido compreensível apesar de tudo. Nós tínhamos combinado, então, abrir ao público algumas perguntas. Se as pessoas, se alguns quiserem mandar as perguntas por escrito, eu posso traduzir devagarzinho, ou se as pessoas quiserem falar diretamente, bem devagar eu traduzo também e o professor Espirro poderá responder. Então, por favor, a palavra está aberta à plateia.
pas facile d'aborder comme ça les... Bom, na falta de uma pergunta, eu já tinha previsto fazer uma também, então eu passo a utilizar a palavra. A minha ideia, o que eu vou perguntar para ele rapidamente, é se ele poderia falar mais dessa questão da hospitalidade que nos incomoda tanto, né? Ele colocou, como vocês viram, que a hospitalidade é diferente da residência, né? Da hospedagem, essa diferença entre hospitalidade e hospedagem, uma vez que, como eu fui discutindo com ele, depois eu vou resumir isso. A gente discutia hoje ainda essa relação difícil. Quer dizer, quando uma pessoa chega sem ser convidado, é aí que a gente nota hospitalidade. Porque o anfitrião que já está preparado para receber um outro que chega, a hospitalidade foi colocada no seu devido local. Mas o que fazer com aquela pessoa que chega de uma maneira completamente inesperada? E é isso que eu gostaria que ele desenvolvesse mais. Peut-être, je te parle et puis tu peux... Oui, l'idée effectivement, c'est de dire que l'hospitalité ne se réduit pas uniquement à la question de l'hébergement. Então a ideia é dizer que a hospitalidade não se reduz à questão da hospedagem. Un autre aspect qui est très important, c'est que la relation à l'autre, et en particulier à l'étranger, est un... Oh, excuse-moi. Outro aspecto é que a relação ao outro, e em particular ao estrangeiro, est un indicateur fondamental de la qualité de l'espace politique. É indicador fundamental da qualidade do espaço político. Alors, pour la question de l'hospitalité, para a questão da hospitalidade. Ouais, il y a une citation de Jacques Derrida que j'aime bien de l'hospitalité. Tem uma citação do Jacques Derrida que eu gosto bastante da hospitalidade. Derrida il dit lorsque je vais accueillir ce que j'ai prévu. Derrida diz que quando eu vou acolher aquele que eu previ, les personnes que j'ai prévues, que j'ai invitées, as pessoas que eu previ, as pessoas que eu convidei para minha casa, c'est pas de l'hospitalité. Isso não é hospitalidade. L'hospitalité, c'est quand quelqu'un frappe à votre porte et vous l'attendez pas. A hospitalidade é quando alguém bate à sua porta e você não está esperando. Donc, par conséquent, l'hospitalité nous déplace par rapport à cette question d'organisation de l'attente. Então, a hospitalidade nos desloca dessa de l'attente, da espera, on attend, quoi. Desse que a gente espera. Du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée. C'est ce déplacement qu'il faut toujours envisager. É esse deslocamento que a gente deve sempre imaginar. Par rapport à ce qu'on n'a pas prévu. Em relação a isso que a gente não previu. Et par rapport à celui qu'on n'attendait pas. Aí em relação a esse que a gente não esperava. Dans l'Antiquité grecque, puisque je vais faire une autre référence, vas-y. Na antiguidade grega, porque eu vou fazer uma outra referência. Lorsque quelqu'un frappait à votre porte, quando alguém batesse à sua porta, et surtout lorsqu'il était vieux, sobretudo quando ele era uma pessoa idosa, il sentait fort. Il sentait fort. E quando ele também tinha mau cheiro. Il était très mal habillé. E quando ele estava mal vestido. Il fallait bien l'accueillir. Ele deveria ser muito bem acolhido. Parce que c'était peut-être un dieu déguisé. Porque talvez fosse deus disfarçado. Qui venait vérifier si vous étiez accueillant, quoi. Que vinha verificar se você era realmente acolhedor. Donc c'était une croyance qui faisait office. Era uma crença que fazia ofício. De la dimension un peu transcendantale de l'hospitalité. Que fazia ofício a dimensão transcendental da hospitalidade.
peut-être que le dernier aspect, Marcio, qu'il faut préciser, c'est que O último aspecto que a gente deve especificar: les politiques publiques actuelles as políticas públicas atuais stigmatisent le migrant. estigmatizam o migrante. Et on peut constater qu'ils ne donnent pas suffisamment la possibilité à la société civile E eles não dão a possibilidade à sociedade civil, suficientemente possibilidade à sociedade civil d'organiser une rencontre de organizar um encontro qui, par définition, va être difficile. que, por definição, vai ser difícil. Parce que les migrants n'est jamais là où on l'attend. Porque o migrante não está nunca lá onde a gente espera que ele esteja. Et il échappe toujours à l'assignation de sa place. E ele escapa sempre a esse local que ele deve estar, que a gente diz que ele deve estar. Les réfugiés. Les réfugiés. Você quer traduzir você mesmo? Com relação aos refugiados, se tem uma política linguística de acolhimento. Je ne pourrais pas parler pour l'Europe, Eu não poderei falar puisqu'il y a des spécificités. para o conjunto da Europa, porque tem especificidades. Ce qui se passe, juste une petite parenthèse, O que se passa, pequeno parênteses, ce qui se passe actuellement, par exemple, avec la volonté de l'Autriche de fermer sa frontière, c'est une première par rapport à ce qui est considéré en Europe comme l'espace Schengen, qui est un espace de libre circulation à l'intérieur de l'Europe. o que está acontecendo hoje na Áustria, que está fechando as fronteiras, é uma coisa diferente do espaço Schengen, que é o espaço de livre circulação da Europa. Pour revenir à votre question, Para retomar a sua questão, pour la France, la procédure de la demande d'asile na França, o procedimento para solicitação de asilo va durer plusieurs mois. dura muitos meses. Une moyenne à peu près pour avoir une réponse de la première administration, de l'OFPRA, c'est à peu près 18 mois. Para receber uma primeira resposta da administração da UFRA, aquela sigla que ele falou, leva aproximadamente 18 meses. Si la réponse est défavorable, Se a resposta é desfavorável, le demandeur d'asile a la possibilité de faire recours devant la Commission nationale de recours, et ça peut durer encore quelques mois, donc pas de réponse définitive avant 2 ans, 2 ans et demi, quoi. então, se a resposta é desfavorável, o solicitante pode recorrer dessa decisão, e essa resposta não vai ocorrer antes de 24 mois, 2 ans et demi. 2 anos e meio. A segunda resposta não vai acontecer antes de 2 anos e meio. Pendant cette procédure, il y a une allocation temporaire d'attente. Durante esse tempo, tem uma alocação temporária de espera, mais exclusivement réservée à des gens qui sont hébergés dans les centres d'accueil de demandeurs d'asile. mas exclusivamente reservada àqueles que são acolhidos nos centros de hospedagem dos solicitantes de asilo. L'enjeu donc de l'hébergement pour les demandeurs d'asile. En France, il y a à peu près 25 000 places pour un peu plus de 60 000 demandeurs d'asile. Então, isso é um desafio para o solicitante de asilo. Na França, existe mais ou menos 25 mil lugares para mais de 60 mil solicitantes de asilo. Durant cette période, les demandeurs d'asile n'ont pas droit de travailler. Durante esse período, os solicitantes de asilo não têm direito de trabalhar. Ils n'ont pas de carte de travail. Eles não têm carteira de trabalho. Ça a été modifié à la fin des années 80 ou 90. Isso foi, Avant les demandeurs d'asile pouvaient travailler.
Isso foi modificado no final dos anos 90. Antes disso, os solicitantes de asilo podiam trabalhar. Sur la question linguistique, ceux qui sont hébergés dans les centres d'accueil suivent quelques cours d'apprentissage de français. Sobre a questão linguística, os solicitantes de asilo seguem alguns cursos de aprendizagem do francês. Et les enfants sont scolarisés. E as crianças vão sendo escolarizadas. À ce propos, les acteurs associatifs mènent beaucoup des actions pour les demandeurs d'asile qui ont été déboutés de leur demande. A esse respeito, os solicitantes de asilo Qui ont eu un refus de leur demande, que se viram recusar a demanda, de pouvoir les régulariser par le fait que leurs enfants sont scolarisés en France. podem regularizar essa demanda pelo fato de que os seus filhos estão sendo escolarizados. Ça s'appelle le réseau Éducation sans frontières, le collectif de défense. Isso se chama a rede a Educação Sem Fronteira, o coletivo. É o coletivo disso. Né? Voilà. É isso. Ele e depois você. Remercier. Il y a deux questions. Une question qui est politique, une autre historique. Oui. Les nouvelles qui arrivent au Brasil. Os partidos de direita, perdão, eu não ouvi. As notícias, les nouvelles qui arrivent ici, elles parlent de l'ascension des partis xénophobes d'extrême droite. Oui. Oui. Oui, on en a. Obrigado. Sim, sim. J'ai compris. Vai falando que eu entendi. Deux questions. Boa noite. Eu queria agradecer a presença do professor pela exposição que trouxe. E eu gostaria de uma pergunta de ordem política, pergunta de ordem histórica. As notícias têm chegado ao Brasil partidos e, notadamente, tem uma perspectiva xenofóbica com relação aos migrantes. E, nesse sentido, como o professor traz a realidade da França, eu queria perguntar se o professor acredita que esse critério das políticas migratórias serão importantes nas próximas eleições francesas, no sentido de definir o rumo das eleições. E a outra pergunta histórica, eu queria perguntar se o professor acredita que se as migrações são frutos de uma política colonialista que a Europa promoveu durante séculos e séculos. Desse modo, não haveria uma dívida histórica da Europa perante os que hoje batem à sua porta. É isso. Obrigado. Não pode ficar aí, ele tem microfone aqui. Non, tu vois, si ça va jouer un rôle, si ça va jouer un rôle dans l'élection française. Et puis de l'autre côté, si là, c'est politique colonialiste, cette dette de l'Europe vis-à-vis de une question politique. Você quer falar então? Quem era? Você, né? Não, mas tinha ela ali. Perdão, é porque ela levantou a mão, depois pode ser você. Você levantou a mão, né? É a mesma questão? Ah, tá. Então você é uma nova questão, por favor. Bom, então a minha pergunta se refere, se encaixa um pouco na parte histórica que o colega perguntou, em relação à lógica econômica que o professor citou na apresentação. Essa lógica econômica, ela não se refere também a essa questão pós-colonialista que houve no pós-guerra e vamos supor, na presença do Ocidente no Oriente Médio, por exemplo, os Estados Unidos, na questão de gerar toda essa mudança na estrutura que a sociedade tinha quase que estabilizada
na saída da Inglaterra. Então, essa política econômica, ela também ela não interfere totalmente na questão das políticas públicas em que, por exemplo, a Rússia e os Estados Unidos definem e forçam com que a Europa e a América do Sul criem ou amortizem essa questão dos refugiados. De fato, o que você quer saber? Porque nem eu consegui compreender, foi traduzindo muito rápido. Desculpa. Você está A discutindo política a questão econômica, na verdade, ela é forçada. política de guerra dos Estados Unidos? Pela política de guerra, e ela força com que os estados amortizem essa pressão que ela tem. Ces flux migratoires économiques sont les fruits, les produits de cette politique guerrière des États-Unis dans ce pays. Donc les pays européens sont obligés à prendre en compte ces migrants parce qu'il y a une guerre là-bas. C'est une guerre qui a été promue par les États-Unis. Donc si l'Europe ne paye pas les prix de ces politiques-là. C'est des analyses géopolitiques, je ne suis pas trop... je ne sais pas comment répondre à ces questions. D'abord, oui, peut-être pour les élections. Primeiro para as eleições francesas. La question concernant la migration fait partie des élections depuis plusieurs années en France. A questão das migrações é assunto das eleições francesas desde muitos anos já. Ce n'est pas une question inédite. Não é uma questão nova, inédita. Elle n'apparaît pas ces dernières années. Ela não surgiu nos últimos anos. Elle est présente depuis la fin des années 70. Ela está presente desde o final dos anos 70. Et en particulier, comme je disais tout à l'heure, avec la fermeture de frontières en Europe au milieu des années 70. E em particular, como ele dizia, no fechamento das fronteiras da Europa que aconteceu e em particular devido, como ele dizia, ao fechamento das fronteiras da Europa que aconteceu em meados dos anos 70, que estava no texto. En France, la relation de la France avec les migrants elle est particulièrement complexe. A relação da França com o migrante é particularmente complexa. Le président de la République actuelle avait engagé dans sa campagne électorale le droit au vote pour les migrants. O presidente atual tinha engajado na sua campanha política o direito de voto do estrangeiro. Ça n'a pas été fait. Isso não aconteceu. C'est une question qui est remise sur l'agenda politique depuis plusieurs années. Uma questão que está presente na agenda política desde muitos anos. Donc des gens qui vivent en France depuis 30 ou 40 ans, qui n'ont pas la nationalité française, mais qui sont exclus d'un droit d'expression par rapport à la situation qui les concerne. Estrangeiros que vivem na França há mais de 30 ou 40 anos, que são excluídos dessa possibilidade de participação política, que julga questões que lhes dizem respeito. Pour réformuler peut-être, si je peux me permettre votre question. Se eu posso reformular pouco, se você me permite a sua questão. La question des migrants est toujours instrumentalisée dans le débat politique. A questão do migrante é sempre instrumentalizado pelo debate político. É sempre instrumentalizada. Et elle va l'être encore plus. Ela vai ser ainda mais instrumentalizada. Avec la médiatisation. Com a mediatização, com a imprensa, né? D'une circulation chaotique des migrants dans l'espace européen. De uma circulação caótica dos migrantes no espaço europeu. Ça, voilà, la montée des discours xénophobes, ça aussi, c'est pas nouveau, mais elle est accentuée par la situation actuelle. Et elle va être un enjeu dans les débats politiques. O aumento dos discursos xenófobos sempre ocorre, mas vai acontecer mais ainda com a proximidade dentro do debate político em função dos problemas atuais.
La deuxième question, elle est un peu plus délicate à répondre. A segunda questão é pouco mais delicada para responder. Je dirais même que la deuxième question, c'est pas vraiment une question, c'est aussi une réponse. Elle a sa réponse. Eu diria mesmo que não é realmente uma questão, mas que ela traz em si a sua própria resposta. Se pose aujourd'hui, et il y a une mobilisation, pas seulement en France, mais en Europe. Se coloca hoje, existe uma mobilização, não simplesmente na França, mas também na Europa, De repenser l'espace public européen de repensar o espaço público europeu et d'ouvrir les frontières, e de abrir as fronteiras, d'organiser l'accueil des populations qui sont en mouvement, de organizar e acolher as populações que estão em movimento. Après, ce qui est compliqué pour moi, pour répondre rapidement, c'est que Depois, o que é complicado para mim, para responder rapidamente, les mouvements migratoires sont très spécifiques d'une région à l'autre. os movimentos migratórios são muito específicos de uma região para outra. Je ne sais pas quoi dire d'autre, ou on pourra en discuter. Ele não sabe exatamente o que dizer, mas a gente pode discutir mais isso. Oui, bien sûr, mais si c'est des questions très générales, je ne peux pas répondre. Ele está me dizendo que ele gosta de responder, mas se são questões muito gerais ou de ordem geopolítica, não é a área específica dele. A gente tem hoje essa questão ali na Ucrânia, Rússia novamente, que tem gerado muitas migrações também em função desse conflito ali no leste europeu. Se ele tem um ponto de vista pessoal em relação a essa questão ali geopolítica Rússia-Ucrânia, que nasceu a partir desse movimento Euromaidan justamente da tentativa da Ucrânia em entrar na comunidade europeia definitivamente. Maidan, esse mouvement d'indépendance ucranienne qui a généré une nouvelle migration, un type spécifique de migration, parce que l'Ukraine a voulu rentrer en Europe. Si tu peux apporter quelque... Difficile pour moi de vous répondre sur un plan géopolitique. É difícil para mim de responder a vocês numa questão de geopolítica. Ce que je pourrais dire, c'est que dans la gestion des mouvements migratoires, o que eu posso dizer é que na gestão dos movimentos migratórios, pour éviter que les flux arrivent en Europe, para evitar que os fluxos cheguem na Europa, on met en place des régions internes a gente organiza regiões internas considérées comme des espaces de protection provisoire. Consideradas como espaços de proteção provisória, espaços provisórios de proteção. Je ne sais pas quoi dire d'autre. E eu não sei o que dizer além disso. Ele que fala. Por favor, e depois você. C'est pas grave, moi je réponds pour ne pas... Oui, non, tu as tout à fait raison. Tu réponds, je ne peux pas répondre... Tu peux pas dire n'importe quoi. Tu as tout à fait raison. Boa noite, professor. Obrigado. Foi um prazer escutá-lo. Ao final, o professor anunciou uma perspectiva de hospitalidade muito particular, a ideia de hospitalidade de confrontação. Eu fiquei tentado fazer uma questão para explorar algo que o professor anunciou no início da exposição, sobre a ideia de como pensar em que medida a questão migratória pode contar. Em relação como a questão migratória conta? No sentido do Jacques Rancière, da ideia de que é possível contar o próprio migrante. Eu acredito que a ideia de uma hospitalidade de confrontação aponta para uma ambiguidade, porque ela marca não só essa diferença entre eu e o outro, que está na ideia de confronto, mas ela também aponta para um outro problema, que é o seguinte: em que medida, em que condições
esse outro pode ser capaz do próprio confronto. peut être capable de la confrontation. Isso porque o refugiado não é só a parte de nenhuma parte, no sentido do Jacques Rancière. Não é apenas que ele é a parte de nenhuma parte, mas pelo diagnóstico da sua própria exposição, talvez isso signifique que essa alteridade, que esse estrangeiro, esse outro, é exatamente aquela parte que não pode ser parte. C'est l'autre, c'est cette partie qui ne peut pas être une partie. Il discute un peu Jacques Rancière, si tu peux te sortir de la discussion. La discussion par rapport à Jacques Rancière, qui dit que l'autre ne peut pas être tout simplement une partie. La question posée par Rancière concerne A questão colocada por Rancière diz respeito concerne cette catégorie qui va qualifier comme étant les sans-parts. Diz respeito a essa categoria que diz respeito ao sem parte. C'est-à-dire celui qui n'a pas été compté. Esse que não foi quantificado. C'est quand vous avez dressé la table et vous avez quelqu'un d'autre qui arrive. Quando você colocou a mesa e de repente aparece outro. C'est la catégorie de la compté, c'est lui qui n'a pas été pris en compte. É esse que não foi levado em consideração. Et qui demande à ce que ça soit reconfiguré. E que pede que a coisa seja reconfigurada. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose par rapport à cette question, a segunda coisa, em relação c'est que je pense qu'il faut sortir d'une conception victimaire du migrant. Eu penso que a gente deve sair de uma concepção vitimizadora do migrante. Migrant, réfugié, demandeur d'asile. Migrante, refugiado, solicitante de asilo. L'hospitalité est évidemment une question qui est posée par celui qui reçoit. A hospitalidade é evidentemente uma questão que é colocada por aquele que recebe. Mais il est fondamental de resymétriser la position. Mas é fundamental de criar uma nova simetria das posições. Sinon l'autre est toujours en dette. Senão, do caso contrário, o outro vai ficar sempre numa posição de dívida. Par conséquent, on peut aussi savoir comment on peut être accueilli par celui qu'on accueille. E assim a gente pode também pensar como acolher aquele que nos acolhe. Par conséquent, la question du migrant, c'est aussi une manière de se dire comment il participe activement à l'accomplissement de l'accueil. E assim a questão do migrante coloca também como participar do acolhimento, como ele pode participar também do acolhimento. Não só ser o objeto, é isso que ele quer dizer. L'hospitalité s'accomplit de deux côtés. A hospitalidade acontece, se reconfigura dos dois lados, é uma coisa dos dois lados. L'idée de l'hospitalité, de la confrontation ou de la mésentente pourrait prendre l'expression de Rancière. A questão da hospitalidade, da confrontação, do desentendimento, para retomar a expressão do Rancière, permet de penser toujours possibilita pensar sempre l'épreuve que l'autre met par rapport au cadre de l'accueil. O desafio que o outro coloca em relação ao quadro do acolhimento. Parce qu'il n'est jamais là où on l'attend. Porque ele nunca está lá onde a gente espera que ele esteja. Et il ne dit pas toujours ce qu'on veut entendre. E ele nunca diz aquilo que a gente gostaria de ouvir. Ça me dérange pas, c'est quand toi aussi. Bom, boa noite. Boa noite. Meu nome é Marcos, eu sou bacharel em Relações Internacionais, não pela Universidade Federal, e sim pela Uninter. E estou estudando a União Europeia, né?
E eu vi que foi mencionado quanto ao regulamento 1, 2 e 3, né? Que eu acho que é o dispositivo que é um dos únicos, não sei se é o único, enfim, que é o dispositivo que é vinculativo dos 28 membros da União Europeia, na qual a França também faz parte, né? Eu gostaria de saber como que no caso da França, como que o regulamento é visto e como que isso é operacionalizado, vamos dizer assim, no trato, se existe alguma violação ao regulamento, já que existe um corpo decisório e um parlamento europeu que todos ratificam, né, esse regulamento, se isso é cumprido, né, nesse aspecto. É isso. Concernant les trois dispositifs de Dublin qui réunissent tous les pays européens dans la même chose. C'est-à-dire, ils demandent si est-ce que tous les pays ratifient et ils les font ensemble. Le premier dispositif est un dispositif d'harmonisation au niveau européen. O primeiro dispositivo é um dispositivo de harmonização europeia, en laissant à chaque pays deixando a cada dos países la souveraineté de sa décision. a soberania da sua decisão. Il n'y a pas de politique au niveau européen unifié. Não existe uma política no nível europeu unificada. Le deuxième dispositif consistait à dire que on va enregistrer la demande d'asile là où les demandeurs d'asile arrivent, le premier pays. Si c'est l'Italie, ça doit être à l'Italie. O segundo dispositivo consiste a dizer que a solicitação de asilo vai ser registrada naquele país onde ela foi colocada. Se foi na Itália, vai ser na Itália. Parce que parfois, pour les migrants, l'Italie n'était qu'un pays de passage. Porque muitas vezes para o migrante, pour aller en France, en Allemagne ou en Angleterre. A Itália era apenas um país de passagem para ler. Donc il y a eu des dispositifs de contrôle digital, Frontex. Então eles organizaram dispositivos de controle digital. Frontex, c'était les dispositifs de sécurité de frontières, quoi. Dispositivos de segurança das fronteiras, Frontex. Qui cherchait à vérifier quel était le premier pays où était enregistrée la demande. Que procuravam saber qual era o primeiro país onde a solicitação tinha sido registrada. Ce qui pouvait aussi permettre, par exemple, la France de renvoyer un certain nombre de demandeurs d'asile au premier pays où ils avaient enregistré leur demande. O que permitia à França, por exemplo, de fazer retornar esses imigrantes para o país onde eles tinham feito a primeira demanda. Então a França podia devolver os países. Ça a toujours très très mal fonctionné, ce dispositif. Esse dispositivo sempre funcionou muito mal. En 2014, il y a eu le troisième dispositif qui consistait à évaluer quel était le pays le plus opportun pour le demandeur d'asile. O terceiro dispositivo, em 2014, ele se organizou no sentido de procurar o melhor país para o acolhimento do migrante. Não necessariamente aquele que tinha feito a solicitação. Et ça a également beaucoup de mal à fonctionner également. E mesmo assim, isso tem muita dificuldade em funcionar. Pour reprendre l'expression de tout à l'heure, ces dispositifs sécuritaires sont toujours débordés par les logiques de parcours. Para retomar a expressão de agora há pouco, esses dispositivos são sempre ultrapassados ou transbordados, né, pela lógica dos percursos, perdão. Les migrants n'arrivent pas à un pays par hasard. O migrante não chega em um país por acaso. Il y a des raisons familiales ou des connaissances ethniques, communautaires, je sais pas comment il faut Tem dire ça. razões familiares ou comunitárias, étnicas.
Et puis, il y a des pays où l'accueil est mieux organisé que d'autres. E tem países onde o acolhimento é melhor organizado que em outros. J'ai présenté dans mon texte pour l'Allemagne, l'Allemagne va avoir presque 800 000 de demandes pour cette année. Aí eu apresentei no meu texto que a Alemanha vai ter nesse ano, vai receber nesse ano, está preparada para receber nesse ano mais de 800 mil solicitações de asilo. Dans les tableaux qu'on avait préparés, nos quadros que a gente tinha preparado, il y a des décalages énormes entre les 3-4 premiers pays qui accueillent des demandeurs d'asile et les autres, les 25 autres. Tem diferenças enormes entre os 4 primeiros países que recebem as demandas de asilo e os 25 outros. Tem diferença enormes. O número desses 4 é muito maior do que nos outros 25. Eu vou aceitar, então, uma última questão do colega que se inscreveu e talvez do Gediel, por direito. E eu acho que a gente pode terminar e fechamos. E a gente vai fechar, então, por favor. Eu gostaria de saber qual o papel da mídia na recepção desses migrantes. E se além disso a mídia poderia exercer, se ele acredita que a mídia poderia exercer um papel semelhante aos movimentos de pressão, aos movimentos associativos, sobre as políticas migratórias. Oui, l'espace médiatique participe à la politisation, mais il participe de manière pas du tout homogène. Sim, o espaço midiático participa da politização, mas participa de uma maneira que não é nada homogênea. Il y a des dépêches médiatiques qui font des propositions tout à fait critiques et qui participent au débat public concernant la place des migrants. Tem notícias midiáticas que participam do debate, au débat public concernant la place des migrants. Que participam no debate que diz respeito ao lugar do migrante no espaço político. Il existe des dispositifs médiatiques qui sont beaucoup plus sur un registre compassionnel et comment dire, victimaire. Tem mídia que está muito mais no registro. Ce n'est pas un dispositif homogène. E que está muito mais no registro de compaixão e de vitimização, ou seja, não é um espaço homogêneo. Il y a des dispositifs médiatiques qui expérimentent une autre manière de donner à voir la place des migrants dans le monde public. Tem dispositivos midiáticos que se relacionam a isso de uma outra maneira no lugar do migrante. Et ça, c'est intéressant. E isso é interessante. Bom, antes de nós encerrarmos, agradecendo ao professor Spyros, porque je n'arrive pas à parler votre nom de famille encore. Frangiadakis, professor Márcio, a gente espera que esses dados a gente possa contar na publicação da sua conferência, dans la publication que vous avez déjà autorisée. Então, eu gostaria de passar a palavra aos dois colegas que vão fazer um anúncio de um filme que produziram e, embora seja bastante tarde, nós temos umas coisinhas para comer ali na sala ao lado, para quem vai longe não ir com a barriga vazia. Boa noite, prometo ser bem breve. Eu sou um cineasta aqui de Curitiba, chamado Guto Pasco, e na minha filmografia eu tenho trabalhado já nos últimos anos muito com a questão imigratória. Por ser de origem
imigratória também. A minha família é ucraniana, imigrou aqui para o Paraná em 1896. Então, eu já retratei a própria etnia ucraniana, os imigrantes italianos, uma minissérie que foi a Colônia Sicília, sobre os anarquistas, imigração japonesa e polonesa também. E agora, dia 19 de novembro, a gente está lançando um filme nacionalmente nos cinemas, chamado Ivan, que trata da história de vida de um imigrante ucraniano, refugiado de Segunda Guerra Mundial, apátrida, que vive aqui em Curitiba. E o filme trata dessas questões todas que nós estamos discutindo hoje. E em 2005 eu fiz um longa-metragem documentário chamado Made in Ucrânia, que retratou a história da imigração ucraniana no Brasil. Nós tivemos 3 levas de imigrantes ucranianos para o Brasil, cada uma em épocas diferentes, com um tipo de ucraniano muito específico em cada uma delas, e por razões também diferentes. A terceira e última leva desses imigrantes ucranianos que vieram para o Brasil foram os refugiados de Segunda Guerra Mundial. Só nesse momento vieram para o Brasil 7.200 ucranianos. E entre esses 7.200 ucranianos veio esse cidadão chamado Ivan Boiko. E a minha família veio na primeira leva, em 1896. E quando eu lancei esse filme nos cinemas, em 2006, quando ele viu o filme, ele me procurou. E ele estava com 86 anos naquela ocasião. E eu nunca vou esquecer as palavras que ele me disse. Ele disse: olha, eu estou com 86 anos, eu já deveria ter morrido em diversas circunstâncias de guerra, mas por alguma razão ainda estou aqui. Mas eu sei que meu tempo está acabando. Eu já estou com 86 anos. Não tenho como fugir disso. Mas eu não posso morrer sem passar adiante algo que eu guardo há muitos anos comigo. E eu não sabia com quem deixar. Depois do filme que você fez, eu tive a oportunidade de ver, eu acho que você é a pessoa certa para ficar com o que eu tenho. Eu só quero que você aceite, leve contigo, que algum dia pode ter alguma utilidade para você. E ele me entregou os diários da vida dele, com toda a experiência dele na guerra. A história desse homem basicamente se resume ao seguinte: ele vivia numa aldeia rural na Ucrânia, no oeste do país, na divisa com a Polônia. Em 1942, quando os nazistas invadiram a então União Soviética, a Ucrânia fazia parte do bloco soviético naquele momento, ele foi sequestrado pelos nazistas e levado para trabalho forçado na Alemanha. Ficou de 42 a 1945 na mão dos nazistas, sobreviveu a essa experiência, passou por diversas circunstâncias de trabalho forçado, e quando terminou a guerra, ele simplesmente não pôde voltar para casa, porque os russos já tinham dominado de novo ali a Ucrânia e consideravam essas pessoas que estavam na Alemanha, mesmo na situação dele como trabalho forçado, como traidores, porque supostamente estariam ajudando Hitler contra a União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Então, se ele voltasse para a Ucrânia, ele seria ou assassinado ou enviado para a Sibéria. Não sobrou outra alternativa a não ser ir para algum lugar no mundo. Ele ficou ainda 3 anos em solo alemão, esperando uma solução para a situação dele. Naquela ocasião, 30 países assinaram um tratado, de uma espécie de asilo político para essas pessoas. O Brasil é um dos signatários, então ele escolheu vir para o Brasil, porque ele tinha no imaginário dele que no Brasil teriam ucranianos, porque da própria aldeia dele, há 30 anos antes, tinham imigrado pessoas para o Brasil, e ele tinha isso no imaginário. Então ele escolheu vir para o Brasil sem falar uma palavra em português, sem conhecer uma pessoa, e ele chegou aqui em 1948. Nunca mais teve contato com família, e a família também não sabia o paradeiro, porque ele foi sequestrado pelos nazistas sem se despedir, nunca ninguém soube dele, foi dado como morto na guerra. E aí ele me entregou os diários, ele não voltou nunca mais. Primeiro, que não teve condições econômicas. Segundo, porque se voltasse até 91, certamente seria preso, ou quiçá morto. E quando ele me entregou os diários, uma das frases que ele me disse foi a seguinte:
Eu escrevi esses diários porque as pessoas precisam saber o que foi aquilo. Por favor, leve, você vai saber que destino dá esses diários, doar para uma universidade, para um museu, uma biblioteca. Eu só sei que eu não posso morrer com isso. E eu levei aqueles diários para casa, à medida que eu lia, traduzia, são manuscritos em língua ucraniana, caderninhos escolares. Então, ali estão retratados os horrores que ele passou na guerra. Aí, imaginar, o que eu faço? Né? A frase, as pessoas precisam saber o que foi aquilo, não sair da cabeça. Então, eu parti desse princípio que, se ele se preocupou em fazer os diários, para deixar a história dele, para que as pessoas soubessem o que foi aquilo, nada mais justo fazer um filme, então, tentar fazer um filme, para que ele próprio contasse a sua história para o mundo, né, através de um filme. E foi assim que nasceu esse filme, que agora chega aos cinemas. Dia 19 de novembro é o lançamento nacional, começa no Rio de Janeiro. E dia 26 ele entra em cartaz também em Curitiba, Brasília, São Paulo e Porto Alegre. Depois, gradativamente, ele deve se estender para as outras praças, se a resposta de público for interessante. Então, a gente tem o trailer aqui, para vocês terem uma ideia do que é esse filme. Então, é um filme que trata dessas questões políticas, de refugiados, de apátrida, com essa questão da Ucrânia, de novo, que agora se repete. É a mesma circunstância que ele esteve envolvido. E nós, da produção do filme, estamos à disposição também aqui, com a universidade, com a Acnur, com a Universidade de Brasília também, a gente vai exibir lá. A gente está à disposição para debate, se for necessário, em relação à temática do filme. Então, a gente vai mostrar o trailer, que tem 2 minutos, para vocês terem uma ideia do que é o filme. Estreia dia 26 aqui em Curitiba, no Itaú, no sábado do Itaú, no Shopping Cristal, e no Shopping Jardim das Américas. E nas outras cidades também, no espaço do cinema do Itaú. É rápido. É rápido. É 2 minutos. Para quem não conhece, eu só gostaria de apresentar o Guto Pasco. Perdão. Para quem não conhece, eu gostaria só de apresentar o Guto Pasco. É um cineasta curitibano, bastante conhecido na cidade, mas talvez alguns de vocês não conheçam. Então, o Guto vai mostrar 2 minutos. Eu não sei se você preparou tudo já, Guto. Então, ele vai mostrar 2 minutinhos aí do filme. Envio da Ucrânia, chama-se Галичина. 1942 que eu deixei esse pedaço de terra. O senhor nunca mais voltou para a Ucrânia? Não. Não voltei, porque isso, para mim, falta recurso. Então, aqui é o presente para o senhor. Da onde viajar? Nós queremos levar o senhor para a Ucrânia, para a nossa Ucrânia. É verdade, irmão. Eu não mereço isso. Merece. Não mereço. Não mereço. Прожив я 22 роки, і настало світове непорозуміння, і розкинуло нас по цілому світі від рідних батьків і від рідних матерів. О, видите вашу хату? Котра? Нову. Мій тато, що тут сталося? Ніколи не забувайте тих, що віддали своє життя за нас, за рідну батьківщину. О, дядько Хрим, за такі довгі літа. Він і я, ми ж є з ООН. Що 15 хлопців розстріляли? Ви тут, дивіться. То чекало мене. Ціла наша родина розкинена по цілому світі. Se o senhor voltasse para a Ucrânia, o que o senhor gostaria de rever? Encontro com família.